Alors, ces journées sont prévues 2 journées de réflexion sur les communaux. Une aujourd'hui plus académique, mais qui ne se veut pas non plus trop académique, trop scientifique. C'est-à-dire que l'idée était vraiment de partager les recherches que nous avons menées depuis 3 ans avec des acteurs impliqués pour, disons, passer à une autre phase finalement du projet qui est la prospective et comment faire bouger les choses en France pour que ces communs fonciers soient davantage valorisés. Alors, je le disais tout à l'heure, ce séminaire s'inscrit dans le cadre du projet Comet. Comet, j'en dis juste un mot, en fait, c'est revisiter les communs à l'aune des enjeux territoriaux actuels et futurs. Il est financé, ce projet, et ce colloque aussi, par ce qu'on appelle l'Alliance Campus Rhodanien. C'est une alliance en fait entre universités, Grenoble, Savoie-Mont-Blanc, les universités suisses, Genève, Lausanne et Lyon. Nous avons organisé depuis avril plusieurs séminaires publics. Il y a celui du jour, et puis le prochain séminaire sera à Sion, en Suisse, également sur les questions des communs, avec une problématique un petit peu différente. On parlera notamment des réseaux d'irrigation, etc. Et puis nous proposerons un colloque conclusif, peut-être avec une visée plus internationale, mars ou avril 2022, mais vous en serez bien sûr informés le plus rapidement possible. Comet a pris la suite du programme de recherche commun, les communaux en montagne, qu'on a avec beaucoup de collègues ici dans la salle, mené pendant 3 ans. Le but était de mieux connaître la réalité d'un modèle propriétaire méconnu, au cœur des questions sociales, des questions culturelles, identitaires aussi, du milieu rural, du monde rural, pour mieux mesurer la capacité de ces systèmes à jouer encore aujourd'hui un rôle contemporain, avec en toile de fond des enjeux sociaux, territoriaux, environnementaux, et également réfléchir aux adaptations du droit positif, quelle est leur place au sein de la République, et travailler peut-être à une reconnaissance et à une réforme aussi, une modernisation de ces systèmes. Ces systèmes sont-ils aujourd'hui duplicables également pour d'autres secteurs de l'action territoriale? Je n'ai pas le temps d'évoquer ce sujet-là, mais sachez qu'il y a des publications qui sont données en ligne sur notre site internet Projet Recherche Commun, sur WordPress, et puis un ouvrage qui apparaît dans les toutes prochaines semaines qui résume une recherche. Il y a 37 auteurs. Les communaux au XXIe siècle, une propriété collective entre histoire et modernité. Les grands enseignements très vite de nos enquêtes depuis 3 ans, en dépit d'un déclin qui est largement entretenu par le législateur et d'une reconnaissance juridico-politique imparfaite, les propriétés collectives comptent encore en milieu rural. Mais ces systèmes sont en mutation. Quelle est leur adéquation avec les besoins sociaux? Souvent un décalage, puisque nous ne sommes plus en société, une société qui repose entièrement sur le monde agricole. Donc, quelle est leur légitimité en économie post-agricole? Leurs statuts sont extrêmement variables d'un territoire à l'autre. De l'acteur prééminent, qu'on pourrait même qualifier de quasi-commune par endroit, comme à Saint-Gingolph, à l'acteur totalement invisible du territoire, très souvent, invisible, ou même à l'acteur léthargique, c'est-à-dire des systèmes qui sont en déshérence, ne fonctionnent plus, parce que les personnes ne s'investissent plus, etc. Donc on a une grande variété de situations, en fait. On a constaté aussi l'existence, la persistance en France du pluralisme juridique en métropole, alors qu'on nous dit souvent que ce pluralisme n'existe pas plus en métropole, il est ailleurs, il est en outre-mer, dans d'autres contrées. En réalité, pour la gouvernance de ces systèmes est largement empreinte de droits d'usage, voire de coutumes, ces choses-là qu'on a un peu mis sous le boisseau en France. Ça n'existe plus, il y a une république, elle est indivisible, et les lois sont identiques et s'appliquent pour tous, etc. En réalité, on a des systèmes qui sont en marge et qui persistent dans la République. Cela représente un important patrimoine foncier, des terres, des bois, la biodiversité, des atouts aussi, un héritage patrimonial fort, des valeurs, des savoir-faire, un attachement sans doute très fort encore des personnes impliquées, attachement qui peut-être dans certains cas propice à une forme de repolitisation au sein des individus, au sein d'un collectif. Et enfin, des questions de recherche restent posées. Ce déclin est-il inéluctable ou ne l'est-il pas? En tout cas, et pour beaucoup de chercheurs que nous sommes, ce déclin n'est sans doute pas inéluctable face aux enjeux du développement durable, des défis climatiques. L'une des questions, c'est de remettre en adéquation ces systèmes avec la fonction sociale de la propriété, avec les enjeux modernes. On assiste d'une certaine manière à une forme de résurgence du domaine utile, vous connaissez par le passé dans le système médiéval, par rapport à un domaine dit éminent. Voilà
une carte, je ne vais pas m'apesantir, tout ça sera publié avec l'ouvrage dans quelques semaines. Plus c'est foncé dans la carte, parce que c'est pas très facile à lire, plus vous avez des systèmes qui sont persistants et qui représentent des surfaces importantes dans les régions de Savoie en bas et Haute-Savoie en haut. Sur certaines communes, ça ne représente que des mètres carrés, des confettis, mais sur d'autres, comme à Saint-Gingolph, c'est pas loin de 60% du territoire. C'est considérable. Mais avant, faut-il revenir sur ce qu'est un communal? Je sais que dans la salle, beaucoup sont intéressés par le sujet, mais peut-être faut-il redire de quoi nous parlons, quel est l'objet. Vous avez un discret article dans le Code civil qui évoque les communaux, article 542. On n'en parle jamais. En réalité, c'est l'article 544 qu'on évoque souvent dans le Code civil. C'est celui qui parle de la propriété privée, celle dont on nous a dit que c'était la seule intéressante. La propriété privée, exclusive, absolue. En réalité, juste avant, mais qui n'est pas placé dans la rubrique 2, la propriété du Code civil, vous avez cet article un peu énigmatique. Les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis. Alors c'est un peu abscon, un peu particulier, flou, et surtout cet article n'est pas accompagné de l'expression d'un régime juridique propre. Il n'y a que pour les sections de communes qu'il y a un régime juridique un peu précisé, mais pas dans le Code civil, dans le Code général des collectivités territoriales. En réalité, cette propriété collective, elle est cachée, elle a été minimisée à l'avènement du Code civil, parce qu'il fallait faire prévaloir, c'est un peu le triomphe du droit de propriété exclusif absolu. Donc c'est un peu le parent pauvre du Code civil, et aussi l'angle mort, pourrait-on dire, des politiques territoriales. Mais pour autant, cet article-là n'a jamais été supprimé. Pourquoi? Et pour cause. Parce qu'il s'agit encore d'une réalité sociale encore vivace dans certaines régions. On parle d'usage plus que de propriété dans ces systèmes. Rappelons, Bruno pourra en parler longuement, qu'ils préexistent à l'État moderne. Ils sont issus de l'Ancien Régime, ils sont antérieurs au Code civil et même antérieurs à la République. Ces systèmes-là sont plus anciens que les communes elles-mêmes. Ils proviennent d'une société féodale largement acquise à l'époque à ce qu'on appelle le phénomène de participation juridique, des alliances, des arrangements, entre ce qu'on appellerait aujourd'hui les acteurs de la société, mais bon, à l'époque c'était les seigneurs, les communautés, etc. Pourquoi? Par nécessité, d'abord, survivre. Ces systèmes n'ont pas été construits de manière purement altruiste. Il ne faut pas du tout les idéaliser, ils étaient d'abord construits pour des questions de survie, donc c'était nécessaire avant d'être totalement solidaires ou altruistes. Ils n'ont pas été éradiqués, pas totalement à la Révolution, puis à l'avènement du Code civil, même après l'abolition des privilèges et du droit féodal. Ils ont évolué beaucoup depuis le XVIIIe, notamment ils ont parfois été confiés à... Les biens ont été confiés à une personne morale distincte de la communauté elle-même. C'est le phénomène de personnification juridique qu'on trouve dans certains cas, comme par exemple pour les sections de communes qui sont devenues, le Conseil constitutionnel l'a déclaré en 2011, des personnes morales de droit public, avec un phénomène d'attraction vers le droit administratif. Néanmoins, subsistent des systèmes qui ne sont pas personnifiés juridiquement, comme les bourgeoisies, la bourgeoisie de Saint-Gingolph, ou d'autres sociétés morales de fait qu'on trouve encore dans certaines régions, en particulier ici dans le nord de la Haute-Savoie. Ils sont au croisement du droit public, du droit privé, de l'individuel, du collectif. Pour identifier les critères de club, ce sont des biens de club, du système, quelques critères pour les avoir bien en tête, des ressources, vous avez des ressources, des terres, des forêts, etc. On appelle parfois de l'eau, mais on dit, chez nous, comme on dit aussi, je pense en Auvergne, en Massif central, la montagne. C'est quoi le commun? C'est la montagne. Oui, mais quoi? C'est la montagne. Des droits d'usage ou de jouissance des biens qui sont détenus par des ayants droit sur des biens d'autrui. Des droits qui sont réels, attachés aux biens, mais à forte coloration personnelle. C'est-à-dire que pour en jouir, il faut disposer de remplir certains critères. Être domicilié à tel endroit, ou pour d'autres systèmes, les avoir obtenus par le système héréditaire, par le biais des successions. Et puis une gouvernance, donc des ressources, des droits d'usage sur bien d'autrui, et une gouvernance propre, destinée à garantir, théoriquement, la pérennité du système et la prééminence de la communauté sur l'individu. Tout est fait normalement pour que ça n'échappe pas à la communauté. C'est pour ça que théoriquement, j'ai bien dit théoriquement, l'accaparement des terres n'est pas possible. J'ai bien dit théoriquement. Après, on pourra en discuter, il y a des exceptions. Il y a une entité propriétaire des biens,
soit morale, soit juste morale, soit personnifiée. Par exemple, dans les sections de communes, le propriétaire juridiquement des biens, c'est la section, qui est une personne morale de droit public. Il y a une démocratie interne, complètement ignorée, très souvent ignorée des cénacles administratifs classiques. L'administration relève d'organes décisionnels aux compétences et compositions variables selon les systèmes. Et puis la gestion est faite soit par des règles coutumières, soit que la communauté se donne, soit par des règles que le législateur impose. C'est le cas des sections de communes. S'agit-il d'un commun? Parce que ce terme de commun revient dans toutes les bouches, dans tous les débats, mais c'est quoi un commun? Alors oui, on peut considérer que c'est un commun, mais à condition de dire de quoi on parle. Ce système se démarque tant de la domanialité publique que de l'indivision du Code civil, l'article 815. Ce n'est pas la domanialité publique, avec le régime protecteur, ce n'est pas l'indivision. L'indivision du Code civil, c'est d'abord un système de propriétaires de droits exclusifs qui sont agglomérés. Ce n'est pas non plus la copropriété, au sens de la loi de 1965. Ce n'est pas la terre de personne, ce n'est pas non plus la terre de tous. Ce n'est pas non plus le communisme. C'est-à-dire que dans ces systèmes, les fruits peuvent tout à fait profiter aux individus. Donc ce n'est pas du communisme, je le dis parce qu'il y a une vraie ambiguïté autour de cette idée de commun. Non, c'est autre chose. Les biens sont appropriés, le sol a toujours un propriétaire qu'on pourrait qualifier d'éminent, sur lequel des droits vont pouvoir être mis en œuvre. Un régime juridique, avec cette volonté de laisser le bien de manière pérenne à la jouissance de la communauté, et ce système fonctionne pour le bien des membres, ceux qui jouissent des droits, selon des critères, avec une dimension un peu excluante, parce que celui qui n'en jouit pas ne peut pas avoir accès aux droits d'usage. Cela étant, en pratique, on voit bien qu'il y a des tempéraments, puisque de plus en plus de tiers utilisateurs peuvent jouir des biens dans ces cas particuliers. Et enfin, n'oublions pas que la propriété privée exclusive classique, telle qu'on l'a inculquée, n'est pas étrangère à ces systèmes. Notamment parce que bien souvent, les ayants droit ont leur domicile sur la section ou dans le système, ou non loin. C'est-à-dire que ces systèmes permettent, je crois, d'articuler l'intérêt collectif, ou les intérêts collectifs, avec les intérêts privés, et on peut dire qu'il s'agit là de deux temps d'un même moteur. Petite typologie, je ne sais pas si vous avez entendu parler de tout ça, il y en a énormément, hein, des noms selon les régions, mais les communaux classiques, on va dire qu'on a par exemple les sections de communes, les communaux cultifs en Maurienne, on en parlera tout à l'heure, les bourgeoisies, les caillolards en Pays Basque, les fonds de vache, côté de Chamonix, les consortages. Voilà des exemples, il y en a beaucoup d'autres. Ils se classent, grosso modo, dans deux grandes catégories. On pourrait qualifier de propriété collective publique, parce que certains ont été vraiment attirés et inscrits dans le droit administratif, comme les sections, ou les communaux cultifs en Maurienne. Il s'agit de droits de posséder des familles sur des parcelles de terre, mais le sol appartient à la commune. Donc on est dans l'hybridation, mais plutôt attiré par le droit administratif. Et puis d'autres sont, disons, des collectivités, des propriétés collectives, entre guillemets, privées, avec quand même des fonctions d'intérêt collectif. C'est ça toute l'ambiguïté. Je passerai très vite ici, nous sommes amusés à faire des typologies, des classements, selon les systèmes qu'on a rencontrés. Dans notre région, il y en a trois, essentiellement les sections de communes, les sociétés morales de fait, comme la bourgeoisie ou la société du Crotochien à Morzine, comme la division à Bellevaux, du Vallon à Bellevaux, etc. À chaque fois, et puis il y a les communaux cultifs en Maurienne. C'est les trois grandes catégories qu'on trouve. À chaque fois, on qualifiait type de bien rencontré, quel est le propriétaire du sol, quels sont les ayants droit, quels sont les types de droits exercés, comment on obtient les droits, comment on les transmet, quels sont les gestionnaires impliqués directement ou ceux qui sont impliqués indirectement, ou les gestionnaires dits secondaires des biens. Donc je passe. Quelques illustrations très rapidement. Là, vous avez la bourgeoisie de Saint-Gingolph en photo et en cartographie. Une bourgeoisie, donc c'est à peu près 60% du territoire communal. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que Saint-Gingolph, par le passé, c'était une unité géographique à peu près cohérente. Aujourd'hui, ça l'est encore, mais elle est coupée en deux par une frontière internationale. Vous avez Saint-Gingolph commune France, Saint-Gingolph commune Suisse. Mais dans les deux cas, c'est la même bourgeoisie. Alors bourgeoisie, entendons-le, attention, c'est pas une référence à la richesse ou à un statut social particulier, non, c'est à l'époque des habitants du bourg qui
aussi pouvaient jouir de droits. Donc là, on a une propriété sur 3 communes françaises et une commune suisse. Pas très facile à voir, mais en gros, ce sont les parcelles un peu en orange que vous avez sur la carte. Donc vous avez Saint-Gingolph-France, Saint-Gingolph-Suisse, un petit bout de la bourgeoisie est sur Novelle et l'autre sur Bernay, qui sont donc des communes françaises. Cette structure, on la qualifie de société de fait, parce qu'elle n'est pas personnifiée juridiquement, même si ici ou là on a pu créer une société civile immobilière pour gérer tel aspect, tel bien, etc., mais avec des outils modernes, mais sinon c'est une société morale, entité morale de fait, avec sa propre organisation, qui résulte de règles internes, coutumières, ancestrales pour certains, ces systèmes ont plus de 600 ans, avec voilà, conseil d'administration, des commissions qui s'occupent du bois, des bâtiments, de la carrière, etc. Et tout ça est juste produit, c'est du droit produit voilà, localement, avec un règlement interne. Il y a même une armoirie. Les armoiries des familles de Saint-Gingolph sont représentées. Les familles, alors certaines sont saignées et éteintes, mais bon, sinon celles qui sont en bas sont des familles qui sont encore titulaires des droits. Les bourgeois. D'autres sites, sans parler de bourgeoisie, sont aussi très présents au-dessus du lac d'Annecy, et Septenay en fait partie. On ira dans la section du Couchant demain. Vous avez ici, sur Doussard, au sud du lac, également, on a l'indivision au Planay, au-dessus de Chevaline, etc. Des cas assez atypiques de sociétés, de structures, qui sont plus des sections de communes ou proches, ou des indivisions atypiques, pas au sens du Code civil, pas au sens de l'article 815 du Code civil. Mais il y a une concentration dans ce secteur au sud du lac d'Annecy de ces systèmes. Alors on cherche à savoir un peu pourquoi, mais une des hypothèses, c'est qu'il y a à côté de l'abbaye de Tamier, et probablement, mais tout ça dans nos études, il faudrait pousser vraiment l'expertise encore plus loin, il semblerait que ces terres soient issues de l'abbaye. Parfois les terres sont concédées les droits sont concédés par des seigneurs, parfois ce sont des domaines ecclésiastiques. Je ne sais pas ce que tu veux dire tout un mot. Mais... Oui. Historiquement, on le voit bien, notamment dans les Alpes occidentales du Nord, hein, les grands établissements ecclésiastiques, notamment réguliers, hein, monastiques, donc ont géré pendant des siècles leur patrimoine de manière précautionneuse et ont rarement donc aliéné les éléments de ce patrimoine. Et donc les contrats qui étaient l'abbaye par définition ne meurt pas, hein, c'est une personne de main morte dans la tradition médiévale. Et donc, de génération en génération, eh bien, les contrats initiaux qui avaient été consentis à des communautés d'habitants se sont perpétués, et notamment jusqu'à ce que la législation révolutionnaire, notamment en France, eh bien, ne vienne hybrider justement ces mécanismes de propriété qui avaient été en fait donc accordés au titre de droit utile sur des masses non partagées et assez considérables notamment par ces habitants. On le voit dans d'autres régions, hein, dans les régions marécageuses, dans la Dombe, etc. Chaque fois qu'il y a eu autour de Cîteaux, notamment chaque fois qu'il y a eu de la propriété monastique, on a une espèce de, comment pourrait-on dire, de solidité de ces institutions-là qui voilà, ont pu, pour certaines d'entre elles, résister jusqu'à nous, surtout sur des parcelles assez grandes, puisque par définition, voilà, les héritages successoraux ne sont pas venus pulvériser le foncier. La carte au tableau, à l'écran, est celle de la section de commune du Couchant, que nous visiterons demain. Les sectionnaires nous invitent et nous pourrons visiter tous ceux qui peuvent venir ces ressources. Mais c'est un vaste domaine, hein, de 700 hectares, c'est énorme, en montagne, avec des alpages, de la forêt, de l'eau, et même, caractéristique particulière, une petite station de sport d'hiver, qui est sur le territoire de la section elle-même. Dans beaucoup de cas en Tarentaise, des stations de ski, parce qu'on est allé au bulldozer et on a exproprié les gens, donc ces systèmes ont disparu, mais par endroits, les stations de ski ont pu composer avec le territoire. C'est le cas ici à Septenay, mais c'est le cas aussi à Morzine. Une grande partie du domaine skiable, il passe sur une société foncière collective.
Puis le troisième système qu'on a étudié, qui n'est pas une section de commune et qui n'est pas une société morale au fait, ce sont les communaux dits cultifs en moyenne, c'est-à-dire des biens communaux de jouissance, à jouissance collective. On a étudié le cas de Saint-Alban-des-Villars, mais il y en a d'autres, à Saint-Jean-d'Arve, à Saint-Colomban aussi. Ce qu'on peut dire, c'est que ces communaux cultifs étaient sans doute, pas sans doute, étaient beaucoup plus répandus jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, à travers les deux départements savoyards actuels, mais notamment une bonne partie des Alpes occidentales du Nord. Et ils sont restés de manière résiduelle dans certaines vallées vivaces jusqu'à nos jours. Ils ont disparu ailleurs, là encore, sous le poids de la politique publique, et notamment dans les États de Savoie en 1860, d'un pouvoir turinois qui, comme le pouvoir français, veut absolument faire disparaître ces mécanismes. Vous observez quoi d'entrée de jeu sur la carte, même si elle n'est pas forcément facile à dire de loin? Une extrême pixelisation. Une atomisation. Une atomisation. Alors, j'espère, si j'arrive à résorber ces problèmes de trafic dans Chambéry, mais Madame Dupanloup, maire de Saint-Alban, doit être avec nous tout à l'heure. Elle expliquera la problématique. Mais là, on a une problématique différente, c'est-à-dire que ces systèmes sont des micro-parcelles qui aujourd'hui ne sont plus gérées. Il n'y a plus d'esprit collectif. Et beaucoup sont en déshérence complète. Et la commune cherche à récupérer ces parcelles pour les agglomérer, pour pouvoir mettre en place une politique de gestion plus rationnelle, plus rationnelle. Mais la question se posera de toute manière, si la commune récupère l'ensemble des terrains, alors elle est déjà du propriétaire, pourrait-on dire, c'est pas tout à fait le bon terme, mais quid après de la gestion? Dans tous les cas, on va retomber sur la même problématique. Il faudra bien gérer ces espaces immenses dans des endroits difficiles, de montagne, forêt, alpage, etc. Donc il est probable qu'on trouve à nouveau des concessionnaires, il faut trouver des personnes ou des systèmes pour les gérer. Ce ne sera pas les mêmes qu'il y a 300, 500 ans, mais sans doute qu'on devra recréer des néo-communs d'une certaine manière. Et ce qui est très intéressant dans ces deux exemples, Jean-François, si vous permet la parenthèse, c'est la distinction du mode de mise en valeur du sol qui était lié à l'exploitation agro-pastorale ou au contraire agricole qui était faite de ces fonds. Traditionnellement, le système agro-pastoral ou sylvo-agro-pastoral induit des grandes parcelles ou limite la pulvérisation foncière. Là, dans le cadre de Saint-Alban-des-Villars, Saint-Colomban-des-Villars, dans une vallée très très encaissée où le RTM a beaucoup travaillé justement des versants qui s'effondrent. On est sur des terrasses, aujourd'hui complètement enforestées, mais qui étaient des terrasses céréalières il y a encore 50, 60 ans, pour les dernières d'entre elles qui étaient ouvertes. Donc, voire des terrasses évoluent à la vigne. Donc, dès qu'il y a labour dans ces zones de montagne, il n'y a plus de pulvérisation foncière. Au contraire de l'exploitation agro-pastorale ou agro-pastorale qui n'induit pas cette pulvérisation, cette atomisation, l'induit moins. Vous voyez, 3 sites différents, 3 trajectoires différentes, qui sont largement détaillées dans l'ouvrage qui va apparaître. Et puis, en termes de ressources, on en parlera tout à l'heure, je n'en parle pas, c'est Sylvie Duvillard, notre grand témoin, qui viendra aussi évoquer son expérience de la recherche que nous avons menée. Les objectifs du séminaire d'aujourd'hui et de demain, quelle place pour ces systèmes dans l'action territoriale? Il y a un regain d'intérêt autour de ces communs aujourd'hui dans toute l'Europe. Alors quand je dis communs, vous savez qu'il y a plein de sortes de communs. Il y a aussi beaucoup de théories des communs, mais assez peu de pratiques. Et nous, on voulait aller dans la pratique pour essayer de faire avancer les choses. Parce que les communs, comme De Gaulle disait l'Europe, très bien, mais écoute, qu'est-ce qu'on en fait concrètement? Donc il s'agit d'être aussi à un moment pragmatique et de proposer des solutions. Mais il y a une résurgence de ces systèmes fonciers collectifs un peu de partout. Nous avons constaté, on travaille avec la Suisse, l'Italie, au Royaume-Uni, et dans beaucoup d'autres régions, l'Espagne, les pays de l'Est, etc. C'est pourquoi il y a une résurgence en même temps que se multiplient les crises mondiales, sociales, climatiques, etc. Et les choses se mettent en écho. Les défis qui se posent à la société sont l'occasion de décloisonner les visions de l'apport des communs pour trouver de nouvelles significations, pour leur trouver de nouvelles significations territoriales. Donc notre idée était, après cette phase longue de 3 années de diagnostic finalement,
de passer maintenant à une phase différente. C'est l'idée de travailler à la convergence des intérêts entre communs et acteurs du territoire. En particulier, bien sûr, les acteurs institutionnels, les communes, les structures foncières, associations foncières, etc. La préfecture en particulier. Et donc d'esquisser les pistes pratiques destinées à faire sortir ces systèmes de l'angle mort de l'action ou des politiques publiques et de penser leur action au-delà ou en complément de celle de l'État ou des autres collectivités publiques. Ce qui peut passer évidemment aussi par des réformes, parce que nous ne sommes pas naïfs, nous n'avons pas l'intention d'idéaliser non plus ces systèmes qui, par endroits, dysfonctionnent ou sont aussi source de problèmes de gestion des biens. En tout cas, c'est plutôt l'idée de regarder devant et finalement de transformer le regard qui était porté sur eux encore il y a quelque temps, le regard anachronique, pour se déplacer vers un regard beaucoup plus avant-gardiste pour traiter certains problèmes, certains enjeux majeurs de la société, du monde rural en particulier.